Bonjour à tous, je suis Isabelle Vauvor et bienvenue dans les Talks. En Afrique, seulement 20% de la population dispose d'un compte bancaire. D'une région à l'autre du continent, les réalités en termes d'inclusion financière sont encore très différentes. Ainsi, en Afrique de l'Ouest, ceux de la Côte d'Ivoire affichent un taux de bancarisation à plus de 21%. Je reçois aujourd'hui Roch Ginko, responsable Haïti BNP Paribas de l'UMOA, basé en Afrique de l'Ouest. Bonjour Roch. Bonjour Isabelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre parcours scolaire et ce que vous faites aujourd'hui au sein de la BNP? Alors, j'ai un parcours scolaire assez classique. Oui. Et, après mon baccalauréat, j'ai eu à faire quelques années d'études en fait au Sénégal, donc dans une école supérieure multinationale télécom. Suite à ça, les universités en fait de technologie, donc Compiègne, 3 ou encore Belfort-Montbéliard, organisent des concours sur nos sites. Et j'ai été reçu sur ces concours, donc ce qui m'a conduit en fait en France dans une école d'ingénieur où j'ai suivi une formation en système d'information et management et aussi associé en fait à toutes les techniques et technologies en fait de génie logiciel. J'ai suite à ça rejoint la Finlande, donc dans le cadre en fait d'un programme de recherche où j'ai travaillé notamment sur les systèmes financiers ou l'informatique adaptée en fait à tout ce qui est problématique financière. Voilà, j'ai après rejoint pas mal de structures avant de faire le grand saut en Afrique, le grand retour en Afrique, où j'ai été pendant plus de 2 ans, donc directeur de l'organisation et des systèmes d'information de la BCAB. D'accord. La filiale BNP Paribas du Burkina Faso, donc à Ouagadougou. Voilà, c'est dans le cadre de ces fonctions où j'ai travaillé sur des problématiques bancaires, j'ai accompagné le métier sur ces notions de services financiers, de produits financiers, c'est ce qui est demandé dans une fonction de ce type-là. Et parallèlement, j'ai travaillé sur des projets de transformation visant à mutualiser les 4 IT de la zone, donc ce qui donne aujourd'hui une DSI mutualisée pour BNP Paribas sur l'UMOA. Voilà, donc globalement aujourd'hui, je suis en charge de l'IT de ces 4 sites, donc le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et dans le cadre de ces fonctions, je travaille au quotidien sur des problématiques métiers et qui touchent très fortement aux produits et aux services financiers de la banque. Donc, travaillant en Afrique, vous connaissez la réalité locale en fait du terrain. Exactement. Et donc, quels sont les services bancaires qui sont inadaptés à ce la contexte. réalité? Oui, exactement. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que il faut regarder un peu l'écosystème bancaire de nos places. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des banques, pour la plupart, qui sont occidentales. Je cite la mienne, que j'affectionne particulièrement, et également la Société Générale. La plupart des grosses banques, des grosses structures financières qui sont présentes sont pour la plupart importées. Alors, quand on regarde un peu la structure de produits et de services financiers, il y en a qui sont adaptés au marché, parce que c'est de la banque, voilà, on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. Mais par contre, il y en a d'autres qui sont assez délicats. Je pense notamment à tout ce qui est crédit long terme pour les particuliers. Aujourd'hui, un particulier qui se présente auprès d'une banque pour souscrire à un crédit long terme se voit très rapidement en fait opposer un certain nombre en fait de garanties. Donc de garanties, pour la plupart, c'est des garanties corporelles. Et on lui demande également une preuve salarial, voilà, il faut qu'il arrive en fait à prouver qu'il reçoit des salaires assez régulièrement. Et je crois aussi que les taux d'intérêt sont assez élevés, fortement élevés. Exactement. Quand on regarde un peu le revenu moyen des populations en fait sur ces zones, c'est bas. Voilà. Et quand on le confronte en fait aux taux qui sont proposés, c'est particulièrement élevé. Voilà. Donc je pense au crédit long terme, la liste est longue. On pourrait imaginer également tout ce qui est carte bancaire. Aujourd'hui, la carte bancaire est extrêmement pratique, mais par contre une carte bancaire sert à payer. Donc pour payer, il faudrait que le matériel qui permette de payer soit extrêmement vulgarisé. Et aujourd'hui, pour retrouver des TPE, que ce soit au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali ou au Sénégal, il faut être dans des zones urbaines ou périurbaines. Donc voilà, c'est assez délicat. Donc c'est des produits qui ont marché, qui ont eu marché en fait sur les zones occidentales, mais je pense, et c'est un peu ce que le groupe aussi BNP Paribas est en train de faire, voilà, comment est-ce qu'on repense ces produits, comment est-ce qu'on les adapte beaucoup plus facilement à notre contexte. Donc on y travaille au quotidien et on arrive à faire des choses intéressantes. Voilà. Non, quelles sont ces choses alors? Quelles sont les solutions que vous pouvez proposer? Vous avez parlé dans votre introduction d'inclusion financière. Alors, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas sûr que tout le monde soit
soit très familier à cela. On va essayer de démystifier ce terme. L'inclusion financière, c'est quoi? Ça définit en fait la possibilité qui est offerte à des catégories clientèle, à des particuliers, à des professionnels ou à des entreprises, d'accéder en fait à bas coût à des produits ou à des services financiers. Ce n'est rien d'autre que ça. Donc ça veut dire en fait que plus cette inclusion financière est basse, moins la zone se porte. Cette inclusion financière est très contextuelle en fait à l'écosystème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut arriver en fait à travailler et à faire évoluer cette inclusion financière, il y a plusieurs leviers. Il y a des choses qui ont été expérimentées en Occident qui, je pense, doivent être reprises et recalquées en fait au contexte. Je pense notamment à ce qui est fait chez nos voisins d'à côté, puisqu'on est en France, en Grande-Bretagne. Ils ont des modèles en fait des modèles à points, un peu comme le permis de conduire, où quand un particulier en fait souscrit pour un crédit dans telle ou telle banque, on est capable en fait d'avoir l'historique de ses remboursements et de définir en fait ce qu'on appelle un niveau de confiance. Donc du coup, quand tu te présentes auprès d'une banque avec un niveau de confiance extrêmement positif, il y a la probabilité est d'autant plus forte pour te permettre de souscrire à un crédit. Il y a ça, c'est des modèles qui ont marché et qui, adaptés à notre contexte, pourraient être intéressants, mais il y a aussi d'autres modèles. Il y a aussi ce qu'on appelle en fait l'assurance emprunteur. Dans la banque, il y a une notion qui est extrêmement essentielle, c'est le coût du risque. Donc plus le coût du risque il est élevé, moins la banque se porte. Ça, c'est factuel. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est réduire le maximum possible en fait ce coût du risque-là. Et à ce qu'on appelle l'assurance emprunteur, où finalement, ce coût du risque est déporté vers d'autres structures. Il ne reste plus au niveau de la banque, il est déporté vers d'autres structures. Donc je pense qu'il faudrait travailler à généraliser en fait cette assurance emprunteur, qui pour moi est un levier extrêmement essentiel. Mais bon voilà, ça ce sont des études qu'il faut mener avec des spécialistes et voir comment est-ce qu'on peut mettre en place ou généraliser en fait cette posture. Et il y a un dernier point, il y en a plusieurs, je pourrais m'étendre là-dessus, mais un dernier point sur lequel j'aimerais aussi insister, c'est qu'il y a des pays qui ont expérimenté ce qu'on appelle des systèmes de garantie. Donc des systèmes de garantie, donc financés pour partie par le contribuable. C'est-à-dire que cette fois-ci, on se dit, voilà, on est dans un système où le contribuable peut aider son prochain à souscrire pour des crédits. Et bon, voilà. C'est des systèmes également qui ont fait leur preuve ailleurs. Bon, en regardant ces points et voyons dans quelle mesure ça peut aider à impacter cette inclusion financière. D'accord. Voilà. Alors, Roch, vous avez fait le choix, il y a 2 ans, de rentrer donc en Afrique, de quitter la France pour l'Afrique. Alors, quels conseils est-ce que vous pouvez donner à tous ces jeunes qui sont encore à l'étranger et qui hésitent encore à revenir sur le continent? Alors, Isabelle, ce serait prétentieux pour moi de parler de conseils. Et je vais essayer d'exposer là ce retour d'expérience. Il y a pas mal en fait d'Africains, je disais que j'ai un parcours relativement classique, pas mal d'Africains qui ont cette posture et qui sont toujours intéressés par des gens qui ont fait le choix de retourner en Afrique. Moi-même j'en faisais partie, j'ai posé 1001 questions en fait à ces gens qui avaient eu à faire en fait cette expérience. Et ce que j'ai remarqué d'une façon globale, après prise de recul, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup, si je puis me permettre l'expression, beaucoup de mensonges, beaucoup de choses qui, de mon point de vue, ne sont pas forcément vraies. Moi, je pense qu'il faut rentrer par pure conviction. Il faut rentrer parce qu'on pense qu'on est capable d'apporter de la valeur au pays. Et ça, indéniablement, pour quelqu'un qui y vient, je pense que c'est une valeur qu'il porte intrinsèquement. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que la plupart, en fait, des profils, donc comme le mien, s'attendent à rentrer avec un salaire conséquent, donc un salaire qui leur permette de vivre à la française dans un contexte européen et dans un contexte africain. Pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudrait tout de suite oublier ça. Moi, je pense que, et c'est ce que je dis en fait à mes amis quand j'ai l'occasion d'en parler, il faut tout de suite oublier ça, il faut mettre ça de côté. Il ne faut pas hésiter à vouloir rentrer pour un contrat local, à vouloir rentrer pour un salaire. Attention, il faut de quoi manger. La question n'est pas de dire que je rentre avec un salaire de 100 000 ou 200 000 francs. La question il est de dire qu'il faut que j'accepte de rentrer avec un salaire qui me permette de vivre décemment dans un contexte africain et non européen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, tout simplement, quand je suis rentré, je ne m'achetais pas des yogourts Danone chaque jour. Parce que tout simplement, la boîte de 4 yogourts Danone coûte 4 000 francs. Donc je ne vais pas m'acheter des yogourts en fait, chaque jour, 4 000 francs.
d'autant plus quand tu as une famille. Ouais. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. L'autre aspect, c'est le suivant, c'est que quand je dis vivre comme un Africain, il faut vraiment vivre comme un Africain au quotidien. Ouais. C'est-à-dire que quand je vais faire des courses, je ne vais pas faire des courses au supermarché du coin, je vais faire des courses au marché, parce que les prix sont divisés par 2, par 3. Et quand on prend tous ces éléments-là et qu'on les met dans une équation et qu'on essaie d'établir en fait un rapport coût de vie, salaire, on se retrouve avec des salaires d'1 million, d'1,2 million ou même de 800 000 qui vous permettent de vivre correctement, et je dis bien correctement, dans un contexte africain. Le second élément, il est le suivant. Donc, oublions les salaires à 2 millions, les salaires à 3 millions. Ouais. Je donne ces chiffres parce que je discute beaucoup avec les gens et c'est des chiffres qui reviennent assez régulièrement. Oublions ça, focus sur la conviction, essayez de vivre dans un contexte, essayez de vous projeter dans un contexte purement africain. Le deuxième point, j'ai beaucoup parlé de conviction, mais c'est extrêmement intéressant. Il faut rentrer avec la volonté de faire mieux que ce qu'on a pu construire ici. Tout à fait. Parce qu'en fait, quand on rentre dans une filiale aussi petite que le Burkina Faso pour BNP Paribas, qui est ridicule quand on regarde un peu les résultats en fait, du groupe, ça veut dire qu'on a besoin de plus montrer si on veut espérer atteindre en fait, des fonctions beaucoup plus importantes. Donc il faut rentrer avec la volonté de faire plus que ce qu'on a pu construire ici. D'accord. Ça, c'est le second. Donc, il faut une double motivation. Il faut une double motivation. Il faut se dire, bon, écoutez, je rentre, il faut que je fasse beaucoup plus de choses, il faut que je montre ce pourquoi je suis capable, et ainsi de suite. Le troisième élément, c'est quoi? C'est que quand on rentre en Afrique, on a la possibilité de faire autre chose. Je suis un exemple, je suis un cas concret. Je suis rentré en Afrique, j'étais directeur de l'organisation des systèmes d'information. J'ai travaillé en fait sur des problématiques que j'avais pu adresser ailleurs. Donc ça veut dire que ces sujets, j'avais une certaine, sans aucune prétention. Mon parcours m'a permis m'a donné des billes qui m'ont permis d'adresser des sujets beaucoup plus facilement que ça aurait pu l'être. Donc qu'est-ce que je fais de ce temps perdu? Eh bien ce temps perdu, je le consacre à autre chose. Je donne des formations, je fais des séminaires, je rencontre des gens, je discute, j'aborde des problématiques bancaires. Je me pose des questions sur l'évolution en fait, du secteur financier parce que j'adore ce sujet. Je vais rencontrer des gens, je voyage et ainsi de suite. Ça m'a permis de faire des choses, de tisser des relations et de faire grossir ce carnet d'adresses-là. D'accord. Et ça, c'est extrêmement essentiel. Et aujourd'hui, je pense que si j'avais été et si j'étais resté en Europe, ces éléments, je n'aurais pas pu les avoir. Donc, je suis rentré en Afrique il y a un peu plus de 2 ans. J'ai vécu comme un Africain, avec un salaire d'Africain. J'ai vécu décemment, parce que c'est la façon dont je suis, j'ai pas besoin d'énormément de choses pour vivre correctement. Et en plus de ça, je suis rentré avec une conviction ferme de faire des choses extrêmement intéressantes pour mon pays. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire de ces 2 années passées? Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité d'être intégré dans un gros projet de transformation pour le groupe BNP Paribas, donc, parce que j'ai bossé beaucoup plus que je ne le faisais ici. Oui. Je me retrouve 2 ans plus tard avec une responsabilité de l'IT d'Ekexit. Que vous n'auriez peut-être pas eu. Que j'aurais peut-être pas eu. Oui, et aujourd'hui, je suis expatrié. Donc, je suis expatrié du Burkina vers la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu écrire avant de rejoindre ce poste. Tout à fait. Le poste initialement. Donc je pense en fait qu'il y a tellement de choses qui sont offertes localement qu'on n'arrive pas à percevoir quand on est en France. On se pose tellement de questions qui nous font peur et qui nous empêchent en fait de faire le pas. Je pense qu'à un moment il faut dire ok, c'est bon, j'arrête de réfléchir, je fais le pas. Je tente, je me donne les moyens d'y arriver et sait-on jamais, je suis persuadé qu'il y a des choses qui peuvent se présenter. J'ai l'habitude de dire en fait qu'il y a 3 catégories de jeunes dynamiques. Il y a une première catégorie qui est convaincue qu'elle veut rentrer. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se donne les moyens de rentrer. Donc elle rentre régulièrement au pays. Elle va tout le temps toquer à la porte des RH, des différentes structures qui sont en place. Elle pose des questions et ainsi de suite, mais elle rentre régulièrement au pays. Il y a une 3e catégorie, je saute volontairement la 2e catégorie, une 3e catégorie qui est persuadée qu'elle ne rentrera pas
Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle investit en France, elle achète un appartement, elle épouse une femme ou un homme, ça dépend du sexe. Elle fait des enfants, elle construit sa famille, elle a décidé de rester en France. Et la plus dangereuse de ces trois catégories, c'est la deuxième. Ouais. C'est la catégorie qui ne sait pas ce qu'elle fait. Je rentre pas, je reste, je vais là-bas, j'investis en France, j'investis au pays, qu'est-ce que je fais? Et cette catégorie, elle est extrêmement dangereuse. Et je pense qu'il faudrait tous qu'on se batte pour ne pas faire partie de cette deuxième catégorie. Il faudrait un moment qu'on se dise, ok, j'arrête de réfléchir, je dois construire mon avenir, soit je reste en France et je m'épanouis, soit je rentre au pays, mais pour ça, il faut pas hésiter à le faire. Merci Roch. Il faut tout simplement construire son histoire. Je suis Isabelle Fauvor, je vous dis merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission des Talks. Hello from the other side. I must have called 1,000